un café exceptionnel, puisque Agnès et Magali ont bien voulu participer très très rapidement après la publication du rapport, qui suscite un intérêt qu'on voit aujourd'hui, puisqu'on avait plus de 550 inscrits dans la liste des gens présents. On est déjà 250. Donc, on est extrêmement content chez NIL de pouvoir organiser cet événement et de partager avec vous et de faire partager les conclusions du rapport. Et je vais passer tout de suite la parole, je ne sais pas si c'est à Magali ou à Agnès, à Magali, pour que on puisse passer une demi-heure à comprendre bien les tenants et les aboutissants du rapport de la mission Borg. Et puis, on aura ensuite 1 heure de questions-réponses. Et vous savez que au moment des questions-réponses, je prendrai les questions dans l'ordre d'apparition des mains. Donc, dès que vous vous sentez concerné par un point, n'hésitez pas à allumer votre petite main. L'allumez pas tout de suite. Voilà. Si tu peux couper ta caméra, je passe la parole à Magali. C'est à vous. Merci Olivier, bonjour à toutes et tous. Donc, merci d'être si nombreux présents aujourd'hui pour la présentation de notre rapport. On ne pourra évidemment pas vous présenter l'ensemble des mesures et des recommandations que nous faisons dans ce rapport. Je suppose que vous avez eu le temps de le parcourir, il est un peu long. Beaucoup de propositions. Peut-être ce petit mot d'introduction avant de passer la parole à Agnès pour remercier en fait l'ensemble de l'équipe qui a travaillé sur ce chantier depuis que la Première ministre a mis en place la mission en janvier. Donc, c'est un travail qui nous a occupé pendant plusieurs mois, un long travail d'audition, hein, vous l'avez vu, plus de 150, 170 exactement, organisations, personnalités qui ont été auditionnées. Certaines nous ont envoyé également des contributions écrites, donc nous voulions les remercier. Hein, sans les parties prenantes, sans l'ensemble de ces contributions, nous n'aurions pas pu faire un travail aussi fouillé, aussi détaillé. Donc, merci beaucoup pour le temps que les uns et les autres, je crois que certains d'entre vous présents aujourd'hui ont pu être entendus et ont pu échanger avec, parfois d'ailleurs en marge des auditions, mais avec nous 6. Un grand merci au reste de l'équipe, hein, nous étions 6, je les cite, hein, Mathilde Lignot-Leloup, Frédéric Collet, Anne-Aurélie Épice de Florian et Claire Biot, Agnès qui est avec nous ce matin, qui se présentera. Et puis également les inspecteurs qui ont soutenu le travail de la mission au long cours, qui ont fait un travail approfondi d'expertise et parfois même de contre-expertise de certains chiffres qui nous ont été donnés, de data qui nous ont été transmises, notamment par les industriels. Donc on les en remercie, Olivier Labou, Muriel Paco, Édouard de Roca et Jean-Benoît Emou. IGAS, IGF et Conseil général de l'économie qui ont été d'une grande aide et sans lesquels nous n'aurions pas pu aller aussi loin dans l'analyse, à la fois dans le diagnostic mais aussi dans le détail des propositions. Un grand merci également aux organisations et en particulier aux administrations qui nous ont consacré aussi beaucoup de temps, qui nous ont transmis des informations, des données, des rapports, parfois des données qui n'étaient pas forcément publiques, donc sur lesquelles nous avons pu travailler. Donc voilà, ce petit mot pour dire que c'est un travail vraiment collectif. Vous l'avez vu, les mesures sont pour l'immense majorité toutes consensuelles, donc c'est vraiment un travail aussi qui nous a amené à débattre entre nous. On peut le dire d'emblée, Agnès, je pense qu'on ne va pas trahir de secret, mais il y a eu des débats, il y a eu des échanges, parfois des désaccords, mais voilà, ce travail est le fruit d'un consensus que nous avons recherché. C'est extrêmement important d'atterrir sur un constat et des propositions partagées dont nous sommes assez fiers. Hein. Beaucoup de propositions sont encore à l'état de pistes ou de chantiers à ouvrir. Le gouvernement l'a bien compris. Certaines sont plus détaillées, voilà, c'est assez variable. Et comme vous l'avez remarqué, je pense à la lecture de la lettre de mission à l'époque, hein, le chantier est très très vaste. Donc nous avons aussi fait le choix et il y a des partis pris dans notre rapport, des angles que nous avons souhaité approfondir plus que d'autres. Donc nous y reviendrons dans la présentation. Peut-être Agnès, je te laisse poursuivre. Ce qu'on peut dire simplement, peut-être, c'est en introduction aussi, on va y revenir et Magali précisera un peu les éléments de diagnostic. Vous savez, la situation est compliquée et dans les propositions, on a cherché des mesures qui étaient en quelque sorte
compatible avec l'ADN de la régulation française et de la société française. On a bien sûr regardé ce qui se faisait à l'étranger, j'allais dire comme tout le monde, c'est quand même évident qu'il faut aller regarder ce qui se passe ailleurs, mais c'est vrai que c'est difficile de transposer des systèmes. Et puis, il y a des mesures qui paraissent incompatibles avec notre pacte social, avec le fonctionnement de notre système de santé. Je veux juste donner un exemple. En Allemagne, les médecins généralistes ont des enveloppes de prescription qui sont déterminées par les caisses de sécurité sociale locales. C'est probablement la mesure, parmi toutes celles qu'on a vues à l'étranger, qui nous semblait la plus transposable. Nous ne la proposons pas, considérant qu'elle est vraiment, serait vraiment considérée comme extrêmement violente par notre écosystème. Mais voilà, enfin, c'est l'occasion de dire aussi qu'on a regardé à l'étranger, évidemment, comment les autres font face. Finalement, Magali va sans doute y revenir, au même problème que nous en matière de gestion du système face à l'innovation, face à un certain nombre de bouleversements internationaux. Tu veux reprendre sur le bilan, Magali? Non, vas-y, je te laisse poursuivre, Agnès, sur le bilan et peut-être le... Alors, le bilan que nous avons, enfin, ce que nous avons essayé de mettre en perspective, c'est évidemment la situation en matière, enfin, le bilan dans lequel se trouve la France avec les régulations des dernières années. Sur ce sujet, comme sur à peu près toutes les pierres qu'on a soulevées, on peut souvent dire une chose et son contraire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut quand même avoir beaucoup d'équilibre, de mesures, de discernement dans la manière dont on juge le passé. Objectivement, la manière dont enfin, objectivement, notre perception collective, c'est que finalement, si on regarde sur les 20 dernières années, on a utilisé des règles de régulation qui n'ont pas si mal fonctionné que ça. On a réussi notamment à financer massivement l'innovation grâce à un redéploiement quelque part des budgets qui étaient consacrés aux produits matures. Et si on regarde sur 20 ans, finalement, on s'est assez bien débrouillé avec des règles finalement qui ont été conçues de manière très intelligente puisqu'elles ont permis ces évolutions. Ça, c'est une façon de regarder le passé. L'autre façon, c'est de dire, si on fait une photo à un instant T, on a quand même beaucoup de situations qui sont problématiques, beaucoup de façons de regarder, enfin de critères qui permettent de se dire qu'on n'est pas là où on voudrait être. Alors, en commençant par le premier point, qui est pour les patients, il y a un sujet de pénurie, alors là, qui est très sur la place publique, de pénurie de produits matures, pas de tous les produits évidemment, pas tout le temps, mais on a un sujet qu'on n'a jamais connu dans cette ampleur, avec cette ampleur. Et puis, on a un sujet sur lequel on passe pas mal de temps dans le rapport, d'accès aux produits innovants, qui est vraiment le sujet qui nous a inquiétés, sur lequel on a passé beaucoup de temps pour essayer de comprendre les chiffres, de comprendre pourquoi. C'est des sujets, comme d'ailleurs les pénuries de produits matures, assez multifactoriels. Donc voilà, c'est un sujet qui a vraiment été pour nous un point de discussion et d'approfondissement majeur. Mais on a aussi évidemment d'autres sujets. On a un sujet de désindustrialisation. Alors évidemment, il n'y a pas que la pharma ou la medtech. D'ailleurs, on aurait dû dire en introduction qu'on avait dans notre périmètre aussi les dispositifs médicaux et aussi les diagnostics. Mais on a une désindustrialisation qui touche toute la France, qui était en quelque sorte une politique publique depuis 30 ans qu'on a exécutée avec maestria. Mais le résultat, c'est on s'est rendu compte, en tout cas au moment de la période Covid, que tout ça a été quand même assez catastrophique. On a derrière une déséquilibre des balances commerciales, on a des enjeux sur le système de soins. Voilà, on a j'y reviendrai plusieurs fois, une sous-prise en compte des enjeux environnementaux. On a beaucoup de sujets qui posent problème. Et donc, on voit bien, si j'ose la comparaison, qu'on a un peu des effets secondaires du traitement qui sont pas ceux qu'on voudrait. Et donc, il faut changer de paradigme, il faut changer de trajectoire avec doigté, avec intelligence, parce qu'il ne faut pas tout jeter. On essaye, j'espère qu'on y arrive dans le rapport, de dire la situation est compliquée,
mais ce n'est pas pour ça qu'elle est catastrophique. On ne dit pas du tout qu'elle est catastrophique, on dit, voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui sont à corriger. Et si on fait plus de la même chose, comme en bon français, more of the same, on ne va pas réussir à corriger ces effets-là. Donc, il faut prendre le sujet autrement. Et quand on le prend autrement, ça attrape beaucoup plus de sujets. Donc, vous êtes peut-être demandé pourquoi on attrapait des sujets aussi vastes que la bonne prescription, les bons parcours, value-based healthcare, l'organisation du ministère, etc. C'est juste que, en fait, plus on travaillait, plus on se disait que pour changer de trajectoire, il fallait quand même attraper des choses assez différentes. Et donc, on a été amené à essayer de reconstruire finalement un ensemble de choses. Alors, on y reviendra, qui total rendent la mise en œuvre plus complexe que, si je simplifie à l'extrême, et donc ça devient idiot, mais que changer des prix dans un ordinateur. Mais on est bien parti dans cette direction-là. Donc, voilà ce que on pouvait dire, je pense, sur le bilan, tel qu'on essaye de le décrire de manière nuancée dans le rapport. Oui, peut-être Agnès qu'on peut ajouter. Alors, on nous a dit qu'on nous avions 30 minutes, hein, et puis ensuite qu'on pourrait débattre, échanger, éventuellement répondre aux questions, donc on va avancer. Vous l'avez vu, le rapport s'appelle « Pour un New Deal garantissant un accès égal et durable des patients à tous les produits de santé ». Pourquoi un New Deal? Parce qu'il repose sur une forme de pacte qui doit être passé entre les différentes parties prenantes, les différents acteurs. Alors, il y a une constellation d'acteurs. On peut, vous le savez, voilà, enfin, on a les entreprises, les industriels, bien sûr, les patients, les professionnels de santé, les établissements de santé et les administrations. Donc, on a voilà, l'ensemble de ces acteurs à qui on demande de faire un pas, puisque le rapport repose sur les engagements de chacun. Et il y a une notion d'engagement qui est très, très forte dans ce rapport. Donc, les industriels, bien sûr, on les attend sur la mise à disposition, enfin, sur l'approvisionnement du pays, on les attend sur un engagement pour des négociations, sur des baisses de prix, bien sûr, on y revient, on pense, et je ne sais pas si on aura l'occasion d'en reparler, mais voilà, la politique conventionnelle que mène le CEPS est fondamentale, il faut la conforter, voire la renforcer, voire donner de nouveaux outils d'évaluation pour le CEPS, parce qu'on est convaincu que c'est par la voie conventionnelle qu'on arrivera vraiment à produire des résultats en termes de baisse de prix. Donc, c'est très important. Et donc, à ce titre, évidemment, il y a des engagements très forts qui pèsent sur les industriels. Et bien sûr, comme Agnès le disait, en matière de pénurie, les industriels sont attendus également pour respecter leurs engagements en termes d'approvisionnement. C'est tout à fait majeur. Les patients, il y a aussi des engagements qu'on attend des patients, en tout cas une forme d'action qui doivent être menées auprès des patients pour les sensibiliser sur ce que l'on dit, ce que nous répétons depuis à peu près 30 ans autour du mésusage du médicament, le gaspillage des médicaments, l'aspect, et ça c'est plutôt récent, l'impact environnemental des produits de santé également. Il y a une vraie sensibilisation des patients à faire autour de ce que représente l'empreinte carbone voilà, du circuit du médicament. Les professionnels de santé, alors là, nous y consacrons, et Agnès commençait à en parler, plusieurs propositions parce qu'on pense que c'est la clé aussi, la clé de voûte, c'est-à-dire que ce sont les professionnels de santé, en particulier les médecins qui prescrivent les médicaments, qui sont remboursés. Donc, on a un vrai enjeu de ce qu'on appelle aujourd'hui la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Nous, on veut aller au-delà. On pense qu'il y a un problème, et c'est vrai que ça fait partie aussi des éléments de diagnostic, d'écart entre les pratiques sur le terrain et les recommandations ou les référentiels de bonnes pratiques qui sont élaborés par les autorités scientifiques. Donc, on le sait, dans plusieurs aires thérapeutiques, c'est évident, ça a été plusieurs fois fait remarquer au cours des auditions. D'ailleurs, la plupart, et je dirais même la totalité des représentants des professionnels de santé, que ce soit en ville ou à l'hôpital que nous avons auditionnés, partagent ce constat. On a un écart entre les pratiques et les recommandations sur lesquelles il faut agir, et aujourd'hui les outils conventionnels de l'assurance maladie ne semblent pas suffire. Donc on pourra y revenir. Les établissements de santé, donc là, de la même façon, les mobiliser sur la juste prescription, à l'instar des professionnels de santé libéraux, bien sûr, l'évaluation et aussi la lutte contre la iatrogénie. Et puis les administrations, dont on attend beaucoup, elles ont été… alors, on y consacre un peu de temps et de lignes autour de la crispation et des tensions
qui sont observés et qui sont déplorés par beaucoup d'acteurs, que ce soit des acteurs industriels, bien sûr, hein, qui disent que voilà, le dialogue est rompu, que parfois c'est un dialogue de sourds, que l'interlocuteur n'est pas facile à trouver, que c'est lent, c'est laborieux, c'est tendu. Donc, ces mauvaises relations, elles nuisent en fait à la qualité du débat. Et c'est un peu la même chose du côté des associations de patients, où parfois il est difficile de trouver la bonne interface, de trouver les bons interlocuteurs, les points de contact. Et donc, on sent qu'il y a une forme de besoin de renouvellement du dialogue avec les autorités publiques, une forme de remise à plat, d'ouverture et de guichet, j'ai envie de dire. Certains s'en sont beaucoup plaints, hein, c'est-à-dire l'absence de guichet. On ne sait pas à quelle porte frapper lorsqu'on a voilà, un problème ou une discussion à engager autour du médicament, des produits de santé. Donc voilà, ce New Deal, il porte sur l'ensemble de ces acteurs. On a recherché l'équilibre avec peut-être, et je le dis d'emblée, une ligne rouge que nous n'avons jamais franchie, que nous avons eu à cœur de ne jamais dépasser, c'est le reste à charge des patients. Nous n'avons jamais, et nous avons écarté toutes les mesures qui auraient pour conséquence directe ou indirecte d'augmenter le reste à charge des patients. Donc là, c'est le moment de le dire. On va juste en dire un mot. Nous sommes opposés à l'augmentation, au doublement des franchises médicales, hein, évidemment. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas de régulation des produits de santé à la disqueuse. Voilà. S'il suffisait de dire aux médecins de prescrire mieux et moins, aux industriels de baisser leur prix de 30% et d'imposer une franchise augmentée aux patients, la Première ministre, elle n'aurait pas eu besoin de mettre en place une mission pour réfléchir à de nouvelles pistes. C'est beaucoup plus complexe que ça et surtout, c'est inutile. C'est-à-dire que je pose la question et j'attends vos réponses dans le chat, mais à quoi servent les franchises médicales? À quoi servent-elles? Sachant que les franchises médicales portent sur des médicaments ou des actes médicaux qui sont prescrits par les médecins. Donc, sauf à contester l'intérêt et la pertinence des prescriptions, ces franchises médicales n'ont aucun intérêt, si ce n'est de faire augmenter le reste à charge et de baisser donc le remboursement de l'assurance maladie. L'autre conséquence prévisible, c'est le renoncement aux soins, c'est-à-dire que des patients, en tout cas ceux qui sont conscients qu'il y a une franchise médicale qui s'applique sur les boîtes de médicaments, pourraient demain renoncer à l'achat, enfin à la délivrance, de ces médicaments. Donc voilà, les deux conséquences sont soit le renoncement aux soins, soit l'augmentation du reste à charge. Je le souligne parce que c'est un élément de contexte aussi important, que l'INSEE a publié des chiffres tout récemment. Vous savez, 14% des Français étaient en taux de privation matérielle et sociale début 2022. Ce n'est pas du tout le moment d'augmenter le reste à charge des patients. Donc voilà. Alors nous avons écarté toute approche par l'augmentation du reste à charge. Encore une fois, on a eu en tout cas une unanimité autour de cette interdiction que nous nous sommes imposée, et surtout que voilà, les vrais leviers, les vraies marges de manœuvre, elles ne sont pas dans la poche des patients, elles sont ailleurs, elles sont au niveau de la négociation du prix des médicaments et au niveau des pratiques médicales sur lesquelles on peut revenir, parce qu'on consacre beaucoup de lignes au changement des comportements. Donc je pense que c'est peut-être important qu'on y consacre un peu de temps là ce matin. Agnès, si tu en es d'accord, parler de... Oui, alors peut-être en complément de ce que tu as dit, Magali, et avant de passer au changement de comportement, je voudrais revenir sur une espèce de logique dans notre raisonnement qui a été de dire on a beaucoup utilisé le levier prix et on a considéré qu'on était un peu au bout de ce levier. Pas pour dire qu'il ne fallait plus faire de baisse de prix, Magali l'a dit, mais pour dire que quand on regarde la dynamique de prescription qui est à 6-7% par an et qui va probablement le rester, parce que quand on regarde le détail, elle est tirée par des nouveaux produits innovants qui permettent de soigner bien mieux des malades, aujourd'hui beaucoup en oncologie, demain on espère dans d'autres aires thérapeutiques. Donc on a une pente à 6-7% et par ailleurs on a une pente à 1-2% qui est l'Ondam. Donc cet écart qui en cumulé devient gigantesque, il ne peut pas être résolu par l'équivalent 3, 4, 5, 6 milliards de baisse de prix et de clause de sauvegarde, pour commencer à jargonner. Donc on s'est dit, il faut travailler sur les volumes. Et dès qu'on se dit qu'on travaille sur les volumes et la bonne prescription, on est obligé de rentrer dans du plus fin. C'est pour ça que assez vite, on s'est dit, on n'échappera pas au fait de dire
Le sujet de l'explosion, pour reprendre un terme qui est usité et qui n'est pas forcément celui que j'utiliserais spontanément, mais la rapide progression de la liste en sus en oncologie, ce n'est pas le même sujet que la maîtrise des volumes du Doliprane. Le sujet des prothèses faites à la main sur mesure, ce n'est pas le sujet des pacemakers, les poches de nutrition, ce n'est pas les médicaments à plus de 500 000 € ou 200 000 € par traitement. On est obligé de rentrer dans quelque chose de plus fin pour pouvoir aller justement vers la bonne prescription, le bon médicament pour le bon patient au bon moment. Voilà, alors tout ça, et ça suppose derrière, et on y reviendra à la fin aussi, de tirer les sujets d'organisation pour qu'on ait autour de la table les acteurs, et comme le disait Magali, qu'on n'ait pas des industriels, des associations de patients qui, avec tous les guillemets qu'il faut, ont le sentiment d'errer dans le système et d'être renvoyés d'une administration à l'autre. Évidemment, l'administration ne fait pas exprès de les renvoyer juste pour les perdre, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas pris, je pense, au niveau de l'administration, la mesure du fait qu'il va falloir beaucoup plus différencier, ce qui pose des sujets d'organisation et évidemment des sujets de moyens humains et de type de compétences pour pouvoir travailler sur ces sujets-là. Mais on revient assez régulièrement sur le fait qu'on ne peut pas attraper ni les médicaments, ni les DM, ni même les génériques et tout sauf génériques. En fait, on est obligé d'aller beaucoup plus finement dans le dispositif. Et peut-être aussi sur le deal, le New Deal qu'on propose, il passe évidemment par le fait que les sujets de financement et le sujet de niveau de M soient compatibles avec un équilibre, un nouvel équilibre qui est à trouver. Je te laisse revenir sur les sujets de comportement, pardon. Voilà. Oui, tout à fait. Alors oui, on a consacré plusieurs parties du rapport au changement de comportement. Nous le disions à l'instant, ces changements de comportement, ils sont notamment attendus pour réduire les volumes, mais dans un souci de ce qu'on a appelé, nous, la sobriété aussi des prescriptions, la sobriété médicaments, mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, dans un objectif de santé publique, hein, bien sûr. Nous sommes en France un des pays les plus consommateurs de certaines classes de médicaments. Ça fait réfléchir, ce n'est pas nouveau. Il y a déjà, et il ne s'agit pas d'ailleurs de jeter le bébé avec l'eau du bain, il y a déjà eu beaucoup d'actions et l'assurance maladie, c'est son quotidien, mène beaucoup d'actions de maîtrise médicalisée des dépenses d'assurance maladie, c'est certain. Nous avons pu échanger avec elle d'ailleurs. Les résultats sont mitigés et surtout, il y a une persistance de surprescription ou de mauvaise prescription qui peuvent d'ailleurs mettre en danger la santé des patients. Hein. Et puis, il y a aussi, comme on le disait tout à l'heure, des écarts entre les pratiques professionnelles et les recommandations. Donc, on a un intérêt dans un objectif d'hygiène sanitaire de travailler sur le changement des comportements. Travailler sur le changement des comportements, voilà, il suffit, là, on peut sensibiliser, bien sûr, et ça commence par là, la sensibilisation, déjà la connaissance, savoir aussi pour chaque prescripteur se situer par rapport à ses confrères ou consoeurs, où on en est. Donc déjà, voilà, ça passe par une mise à disposition d'informations ou de data qui permettrait à chaque prescripteur de se situer dans son bassin de vie, dans son territoire de santé, pour voir où il en est de sa prescription. En Allemagne, Agnès le rappelait, il y a un budget, en fait, les médecins disposent d'un budget, produit de santé, et donc sont contraints par ce budget en termes de prescription. Nous n'allons pas jusque-là. Bien sûr, nous ne sommes pas du tout prêts, et puis ce n'est pas d'ailleurs particulièrement souhaitable de notre point de vue. En revanche, ça donne un cap, et ça donne une indication, une enveloppe dont les professionnels de santé disposeraient. Ça donne une indication. Évidemment, ça dépend de la façon dont l'enveloppe est pondérée. Voilà, ça peut être assez compliqué à mettre en place, mais néanmoins, voilà, les Allemands ont fait ce choix. Et donc, c'est à regarder. En Espagne, il y a eu d'autres initiatives, la mise sous surveillance, par exemple, des analgésiques, des somnifères. Le Danemark également a mis en place ce type de dispositif. Donc, on est sur des mécanismes qui sont, en tout cas chez nos voisins européens, plus encadrés pour une prescription de meilleure qualité. Alors, nous, on a fait notre rapport, c'est aussi, et avant tout, j'ai envie de dire un rapport,
a priori un rapport d'étonnement. C'est-à-dire qu'on est allé voir quelques plans de santé publique, on s'est rendu compte que le volet prescription est quasiment absent. Par exemple, de la stratégie décennale pour le cancer, il y a 234 mesures, il y en a très peu qui concernent la prescription. Pour la feuille de route santé mentale, sur une quarantaine d'actions, il n'y a rien sur les surprescriptions psychotropes, par exemple. Le dernier rapport sur l'obésité souligne que l'accès aux traitements innovants est non résolu en France. Et on a aussi, parce qu'on parle de la prescription des médicaments, mais ça peut être aussi l'orientation des patients vers les meilleures pratiques. Parlons du plan greffe, qui a pour vocation de développer la greffe d'organes dans notre pays. Il peine à décoller parce qu'on n'arrive pas à faire adopter les bonnes pratiques à certains professionnels de santé. Donc, on est sur un sujet où on a vraiment besoin déjà de faire en sorte que la prescription et par extension l'orientation des patients vers les meilleures stratégies de soins soit mieux pris en compte dans les plans de santé publique. Sur la juste prescription, alors j'en ai parlé, hein, on a étudié des initiatives de certains pays. On pense aussi qu'il faut renforcer les incitations à la juste prescription des établissements de santé, avec par exemple le partage des économies sur les biosimilaires, la prescription dans le répertoire des génériques. Vous savez qu'il y a beaucoup de... On est plutôt bon en France sur la substitution, c'est-à-dire tous les médicaments qui sont prescrits dans le répertoire. En revanche, il reste beaucoup de prescriptions hors répertoire, donc par définition non substituables. Il faut agir sur la prescription dans le répertoire et puis agir évidemment sur les antibiotiques, les benzodiazépines. C'est ancien, on a ces problèmes-là que nous n'arrivons pas à résoudre avec les outils dont nous disposons aujourd'hui. Il faut, de notre point de vue, également renforcer les travaux de l'assurance maladie pour les demandes d'autorisation préalable, que ce soit en ville, à l'hôpital. On a fait des propositions pour que ces DAP elles soient donc plus réactives, respectueuses des droits des patients, bien sûr, mais l'idée, c'est vraiment qu'elles soient plus rapides, plus agiles. Et puis, bien sûr, et là, c'est très compliqué, et là, ça dépasse le champ de nos compétences, mais en tout cas, c'est une proposition que nous avons faite. Il faut développer des approches sociologiques. Il faut utiliser les sciences sociales pour savoir, comme l'a souvent dit Agnès, et j'aime bien son expression, savoir, comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font. Donc, on a besoin de savoir pourquoi les médecins prescrivent comme ils prescrivent et pourquoi les patients ont aussi certaines obsessions, certains tocs. Je vais dire aussi un peu trivialement, mais par rapport aux produits de santé, où il y a, on le sait, un rapport très affectif aux produits de santé, ça touche à la santé, ça touche à la survie. Donc il y a des réflexes parfois de stockage, il y a des réflexes qui sont tout à fait compréhensibles et que nous avons tous. Donc il faut comprendre ça et il faut essayer de démêler pour trouver les bons leviers. On a parlé également du respect des recommandations de bonne pratique. Je vois l'heure qui tourne, donc je pense que c'est très important qu'on en parle. On a commencé peut-être à en dire un mot tout à l'heure. Hein. Enfin, voilà, on le sait, il y a beaucoup de problématiques et d'ailleurs qui ont été relevées, hein, pas que par nous. Par exemple, on sait que sur la consommation d'antibiotiques, 40% des prescriptions sont contraires au recours de la HAS. On sait aussi que l'inscription des patients sur la liste d'attente de greffe, aujourd'hui, les pratiques sont très différentes des recommandations. Les patients sont inscrits beaucoup trop tard sur les listes d'attente de greffe. On sait que notre consommation d'antibiotiques est supérieure de 20% à la moyenne européenne. Donc, on a besoin de tester l'acceptabilité d'un certain nombre de mesures ou sur la rémunération avec des incentives plus puissants pour aller vers le respect des recommandations de bonne pratique. C'est par exemple la rémunération des professionnels de santé conditionnée au recueil de données, puisque bien sûr, on ne peut pas faire d'analyse des pratiques ou des comportements sans le recueil des données. Donc, il faut du recueil de données, c'est incontournable avec éventuellement une rémunération conditionnée à ce recueil, des proms et des résultats publiés. L'opposabilité des recommandations de bonne pratique, c'est quelque chose auquel certaines associations, et j'ai envie de dire presque la totalité des associations de patients sont très attachées. Le droit des patients à bénéficier des meilleurs soins, ça passe par l'opposabilité des recommandations de bonne pratique. Donc il y a un réglage là, juridique, normatif à faire autour de la force opposable des recommandations de bonne pratique. On a aussi par exemple au Danemark une agence qui est chargée de superviser les prescriptions. C'est un modèle dont on pourrait s'inspirer. Et puis, on a également, c'est un exemple, mais qui est développé d'ailleurs par certaines organisations aujourd'hui, certaines entreprises qui développent la proposition d'un deuxième avis pour les patients. C'est important lorsqu'il y a un diagnostic important avec un traitement lourd, coûteux qui est mis en place, donc quand il y a une portée médico-économique importante, l'idée de systématiser le recours à un deuxième avis nous paraît pertinente. Voilà, sur les comportements, on pourrait aller beaucoup plus loin. Ce n'est que quelques exemples tirés du rapport sur le changement de comportement.
en particulier des prescripteurs en ville et à l'hôpital. Merci Magali. Je vais compléter sur les sujets d'innovation. Alors, j'avais le choix, je pouvais vous parler environnement, industrie, investissement dans la recherche et la santé publique et l'économie de la santé. On aurait pu parler achat, antibiorésistance. Enfin, on a essayé de développer ces sujets parce que à la fin de la journée, tout converge si on veut réussir à bouger la manière de réguler et de financer. Mais j'ai choisi de vous parler d'innovation là dans les quelques minutes qui restent. En fait, quand on regarde donc les chiffres, le décalage que je citais tout à l'heure entre 6-7% de croissance en valeur des prescriptions des docteurs et l'Ondam à 1,5, 2, il vient de l'innovation et il ne faut jamais oublier qu'on a gagné 10 ans d'espérance de vie en 50 ans grâce aux produits de santé. Et qu'on a l'ambition de gagner encore, je ne sais pas si c'est l'équivalent, mais beaucoup grâce aux produits de santé dans les prochaines années. Donc, quelque part, c'est par l'innovation qu'arrive la tension financière. Et nous, on essaye de convaincre que c'est aussi par l'innovation qu'on peut réussir à retrouver un chemin. Magali l'a cité, les données, les recueils de données, ça permet des réévaluations, ça permet des stratifications de patients pour avoir les bons traitements aux bons patients, notamment les traitements chers réservés aux patients sur lesquels on peut à l'avance, de manière prédictive, définir que c'est eux qui vont pouvoir justement bénéficier de ces traitements. On pourrait aussi dire que c'est par les données qu'on va réussir à faire des évolutions de tarification, aller progressivement vers des tarifications au parcours, avec des concepts comme Value-Based Healthcare qui se développent davantage dans d'autres pays qu'en France. Mais après, il y a 1000 autres choses que l'innovation peut permettre d'optimiser. D'abord, par exemple, nous, on a été frappés, on a essayé de passer un peu du temps sur l'hépatite C et le Sovaldi. C'est vrai qu'aujourd'hui, le traitement, on pourrait éradiquer l'hépatite C puisqu'on arrive à des traitements de l'ordre de 15 000 à 16 000 € par patient. Donc, on voit bien que grâce à l'innovation, on peut même éradiquer des maladies. On pourrait diminuer les stocks de produits de santé grâce aux données, mais aussi grâce à l'impression 3D. On peut espérer, par exemple, diminuer le coût des chimiothérapies grâce à la radiothérapie flash. Donc ça, on ne sait pas si on va y arriver, mais c'est un programme de R&D extrêmement prometteur. Évidemment, d'abord pour les patients, on y revient toujours, mais aussi pour les comptes publics, puisqu'on pourrait diminuer le nombre de séances de manière très importante. On peut baisser le coût de découverte des médicaments, vous le savez tous, grâce à l'IA et au numérique de façon générale. On peut faire de la surveillance à domicile des produits de l'apnée du sommeil et éviter des déplacements grâce à l'IoT. Donc, il y a 1000 choses, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, on n'a pas pris le sujet de l'innovation de cette façon-là. On ne s'est pas dit, mais comment on arrive à mobiliser l'innovation au service d'un rééquilibrage global du système. Et donc, Total, c'est une de nos recommandations, c'est de dire, notamment dans le cadre du plan France 2030, qui, je fais une seconde de publicité, est extrêmement bien déployé. Quasiment toutes les mesures qui avaient été annoncées par le président de la République en juin 2021 sont déployées, même si elles ne le sont pas de manière parfaite, on peut y revenir. Mais on pourrait, sur les crédits qui restent, faire un effort particulier pour essayer d'accélérer sur ces sujets de remise sous équilibre, notamment financier, du système. Voilà, donc pour conclure, comme je le disais tout à l'heure, on a attrapé des choses assez larges, pas par boulimie, mais parce qu'on n'arrivait pas à trouver les 4 curseurs du PLFSS qui allaient permettre de résoudre la situation. D'ailleurs, s'il y avait 4 curseurs, la DSS les aurait trouvés depuis bien longtemps. Donc, comme disait Magali, si on a fait une mission de ce type, c'est bien parce que il faut réussir à prendre un peu de recul et penser différemment. On a mis toujours évidemment le patient au centre, hein, on l'a dit, je pense qu'on a dû prononcer le mot 100 fois en une demi-heure avec Magali. Je voudrais juste rajouter un point parce qu'il me paraît important sur la crédibilité et le sérieux de ce qu'on a fait, même s'il y a des sujets de ce comportement, même s'il y a beaucoup de domaines, on est convaincu qu'il est possible d'avoir des résultats rapidement.
Je voudrais combattre l'idée qu'il n'y a que des mesures PLFSS et des réglages dans les ordinateurs des prix qui permettent finalement d'avoir une soutenabilité financière dans les 2-3 ans. Si on prend à bras-le-corps un certain nombre de sujets, il y a des marges qui sont importantes. Et si on resensibilise tout le monde, nous sommes convaincus que les gens peuvent changer. Si chacun change un peu, on peut quand même assez facilement aller chercher les quelques points qui nous manquent dans le système. On n'est pas en train de dire qu'on a besoin de baisser de 10 ou 20% le budget des produits de santé. On a besoin de gérer la croissance. Et donc, à l'intérieur, il y a en gros 50 milliards, il y a quand même des choses qui sont tout à fait possibles. On l'a souligné en creux depuis une demi-heure. On pense quand même qu'il y a des endroits où on pourrait faire assez rapidement mieux, et d'ailleurs c'est assez connu. Il y a beaucoup d'endroits qui sont identifiés. Donc voilà, on voudrait vous convaincre que si tout le monde change un peu, et si on met en place un certain nombre de règles rapidement, on peut avoir des résultats dès l'année prochaine et donc éviter des mesures très mathématiques, très automatiques, qui sinon vont arriver. Le titre des Échos ce matin, c'est la conjoncture s'assombrit encore. La conjoncture, quand elle s'assombrit encore, ça veut dire que les recettes de la Sécu s'assombrissent encore. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas dans une conjoncture où on peut espérer avoir énormément de marge de manœuvre. Donc, il faut les retrouver à l'intérieur du système. Voilà, et on espère, avec ce travail, avoir contribué à porter notre pierre à l'édifice d'évolution subtile de l'équilibre du système. Merci de votre écoute. Merci beaucoup Agnès et Magali pour cette... alors moi, je suis de côté là. Je vais me mettre comme ça, voilà, j'espère que vous me voyez. Pour cette présentation du rapport et la présentation de toutes ces contributions, je trouve qu'il y a une démarche qui est très innovante, un constat qui est un constat tout à fait intéressant et je dirais même à titre personnel que je trouve que c'est un constat sans... enfin, on n'a pas cherché à trouver, vous n'avez pas cherché à trouver des circonstances atténuantes à qui que ce soit. Et ça, c'est pour moi, c'est important parce que si on veut faire changer les comportements, il va falloir qu'on rentre dans ce type d'action et de réflexion. Après, j'ai des grandes questions, mais je pense qu'elles pourront être posées par d'autres. Est-ce que la régulation conventionnelle, par exemple, qui s'applique de manière, on va dire, généraliste à des business models qui sont aussi différents que le médicament mature, l'innovation, comment dire, la thérapie génique, des choses comme ça. Est-ce que c'est le meilleur système ou est-ce qu'il ne faut pas penser plutôt on va dire, par business model différent? Le problème du produit mature, il est plus en sa production et le maintien d'une capacité industrielle que enfin, il est aussi dans la question du prix, mais c'est vraiment la pérennité de cette production au sein des territoires qui souvent est importante. Alors, je vais passer maintenant la parole en prenant dans l'ordre des mains, comme je l'avais dit. Donc, vous vous présentez, vous mettez votre caméra et les autres ne mettent pas leur caméra, voilà. Et vous dites en qualité en quelle qualité vous parlez, et surtout faites-nous des questions courtes pour qu'on puisse prendre le maximum de questions. On a déjà 8 questions, donc les questions avec plaidoyer, pas trop. Merci beaucoup. Anne. Oui, bonjour. Donc, question sans plaidoyer. Bonjour à tous et merci infiniment. Donc, Anne de Danne, moi je suis conseillère d'un parlementaire. Une seule question. Vous avez effectivement tout à fait eu raison d'embrasser tous les sujets, mais selon le bon principe qui est qui trop embrasse, mal étreint, pardon, est-ce qu'on ne risque pas de vous expliquer que ce n'est pas possible et d'en rester aux prix qui nous ont conduit depuis 30 ans à ce qu'on a à double peine, c'est à la fois pénurie de médicaments et pas d'entrée. Et est-ce qu'il y aura un suivi par la mission de ces propositions? Qui veut répondre, Magali ou Agnès? Oui, bah, alors sur votre question, savoir s'il y aura un suivi de la mission, oui. Je pense qu'on peut dire oui. Maintenant, ce n'est pas tout à fait à nous qu'il faut poser la question. Mais en tout cas, nous, ce qu'on peut vous dire, c'est que le rapport a été plutôt bien reçu par les ministres à qui nous l'avons présenté.
Il y a eu d'ailleurs un certain nombre de propositions, puisque en fait, tout au long de ces 6 mois de travail, on a eu des échanges réguliers avec les administrations, donc ils étaient un peu au courant de l'état d'avancement de nos travaux. Et donc certaines de nos propositions ont d'ailleurs été reprises et vont être présentées dans le PLFSS. Maintenant, voilà, donc, de quelle façon le gouvernement va souhaiter s'emparer du sujet, ouvrir certains chantiers, c'est a priori ce que le gouvernement souhaite faire, mais on n'a pas la feuille de route ni le plan de travail du gouvernement là-dessus. Mais en effet, comme on le disait tout à l'heure aussi, il y a beaucoup de pistes qui ont été, ou des chantiers qui ont seulement été ouverts par notre mission, parce que faute de temps, nous n'avons pas pu aller aussi loin que nous l'aurions souhaité sur chacun des points, mais on a ouvert et pour nous, voilà, on ne pouvait pas. Il y a le prix, bien sûr, qui est central, mais quand on parle de régulation des produits de santé, c'est pas que le prix, c'est pas réductible au prix, c'est plus simple, beaucoup trop simple. Voilà, donc. Et sur ta première question, Anne, sur le plan France 2030, sur lequel moi j'ai contribué aussi, on allait de la recherche fondamentale à la valorisation en passant par les entrepôts de données de santé, et ça a été mis en place. C'est-à-dire qu'à un moment, les sujets, ils sont complexes. Donc, on peut essayer de résumer tout à 2 mesures. C'est pas que tu sois pas convaincu, hein, mais je pense que côté de l'État, on est convaincu qu'aujourd'hui, justement, on est obligé d'attraper la complexité des sujets et la diversité des politiques publiques qui se retrouvent sur le médicament, y compris, comme vous le disiez, le sujet industriel, les sujets d'antibiorésistance, les sujets d'environnement. On ne peut pas les traiter séparément. À un moment, on est bien obligé de regarder la globalité des sujets. Et ça, je pense qu'en termes de politique publique, c'est quand même un acquis des dernières années. Donc moi, je suis convaincue qu'il y aura un suivi, et le gouvernement n'adoptera certainement pas tout ce qu'on a proposé, retravaillera certaines mesures, mais en tout cas, il y a une volonté de suivi. Et comme l'a dit Magali, on a échangé avec les administrations au fur et à mesure. Notre rapport n'était pas une surprise pour elles, et on a considéré que c'était la bonne façon, justement, de travailler et d'avancer. Ouais. Benoît Péricard. Benoît, tu es parti, tu n'es plus là. Si, le voilà. Sauf qu'on ne t'entend pas, ton micro est en mute. Non, on ne t'entend pas, Benoît. Voilà, c'est bon là. Bon, excusez-moi. Question courte. Oui. Non, mais pour une fois, je vais juste… Benoît Péricard, maintenant retraité, conseil de pas mal de gens que vous avez rencontrés, mais aussi, et j'y tiens beaucoup, je suis administrateur d'une toute petite boîte industrielle du Limousin qui fait de l'innovation en matière de prothèses avec de la céramique. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit très bien d'ailleurs sur l'ADN de la régulation française, et quand on passe un peu les âges, moi j'ai le sentiment que la régulation française, elle s'est quand même extrêmement durcie depuis 20 ans, et surtout elle s'est déresponsabilisée sous 2 effets. L'effet Europe quand même, qui fait que aujourd'hui on passe au niveau européen un certain nombre d'autorisations ou d'évaluations, et que ça, pour des petites boîtes mais qui font une dizaine de personnes et tout, c'est complètement inaccessible, je veux dire, et sur le plan financier et sur le plan humain. Et alors, ma question, c'était, dans le partage des responsabilités que vous avez dit, pourquoi pas avoir un interlocuteur qui accompagne un certain nombre de gens. Alors, bien sûr, ce ne sera pas l'accompagnateur pour les grands groupes pharmaceutiques, ne sera pas le même que pour les petits industriels. Il en existe encore dans le domaine de l'innovation en santé. Quel rôle vous pouvez donner au niveau régional? Moi, j'ai été anciennement, c'était ARH, ce n'est pas les ARS, mais enfin, j'ai accompagné un certain nombre de désirs et de projets au niveau régional, et ça, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'initiatives, et je rejoins un peu le nouveau ministre qui a beaucoup insisté sur le fait de sortir un peu de ces murs pour le ministère quand il est arrivé. Je ne sais pas s'il y arrivera. Je suis un petit peu sceptique, mais enfin, j'aimerais bien qu'on y arrive. Voilà. Comment sortir des comportements pour l'administration, notamment.
Ça, on peut faire une thèse ou un nouveau café Nil. Mais juste pour vous dire, c'est un sujet qu'on a surtout essayé d'attraper. Il y a beaucoup d'écho là. Il faut que tu prends ton micro, Benoît. Oui, pardon, oui. On a essayé d'attraper plutôt dans le cadre de France 2030. En se disant finalement, on est dans une situation où ce qui reste de développement industriel, moi j'ai commencé ma carrière en DRIR, donc en direction régionale de l'industrie, tout ça a été rassemblé, fusionné, plus ou moins dissous. Mais ce qui reste en matière de développement industriel, avec les structures de l'État et beaucoup BPI qui a repris de l'espace, est quand même en fait, de fait, assez coupé du secteur de la santé, comme si le secteur de la santé était un secteur qui était à part. Et donc, on a un sujet de couture, en quelque sorte. Il faut qu'on rapproche et il faut que le secteur industriel et développement industriel se réintéresse au secteur de la santé. Et Total rentre aussi dans la complexité et dans les sujets d'accès au marché, de marquage CE, etc. Donc, je ne vous dis pas qu'on y est, mais en tout cas, c'est par là qu'on essaye de le prendre, avec notamment deux éléments. Le fait que l'AIS, qui a été nouvellement créée, justement, est en charge de ce rapprochement, quelque part, qui au niveau national est des GE, des SS, des GS, des GOS, etc., mais qui localement doit se décliner aussi dans des liens entre tout ce qui est sphère développement économique et puis et les ARS. Et puis, il y a les tiers-lieux d'expérimentation que moi, je trouve être un outil qui est développé dans le cadre de France 2030 qui est normalement très intéressant. Donc, il faut réussir au sein des établissements hospitaliers à développer ces endroits où, physiques ou virtuels parfois, où on arrive à croiser justement des compétences médicales, des startups ou des PME qui ne sont pas forcément nées avant-hier. Et qu'on arrive comme ça à développer un certain nombre de choses. Sans être béatement optimiste, sans être naïf, je pense quand même qu'on voit une réappropriation. Enfin, quand on regarde la qualité des dossiers des tiers-lieux d'expérimentation, on voit bien que le pari, quelque part, qu'on avait dans France 2030, de remettre les établissements hospitaliers, les hospitalo-universitaires au centre du jeu dans l'innovation, par exemple, évidemment en lien avec l'INSERM, les universités et tout l'écosystème, etc., est en train de fonctionner et que des objets comme les clusters ou les IHU voilà, sont aussi une autre façon. Alors, il faut que tout ça trouve sa place, prenne du temps. Il y aura des choses qui marcheront mieux que d'autres. Aussi parce qu'elles dépendent beaucoup à la fin de la journée des gens, de la qualité, de l'énergie, de la capacité de faire coopérer des acteurs ensemble. Mais je trouve qu'il se passe des choses vraiment intéressantes et qu'au niveau du ministère de la Santé, puisqu'il est toujours là en creux, il y a une réappropriation de ces sujets indéniables. On a par exemple dans le cadre de France 2030 travaillé sur les entrepôts de données de santé et on voit qu'il y a un vrai appétit du ministère de la Santé sur ces sujets de données. On n'est pas là où on voudrait être, mais il y a une dynamique qui est importante et vous avez raison de souligner qu'il ne faut pas qu'on oublie les territoires et que c'est quand même là que se joue une très grande partie de l'innovation industrielle du pays. Question suivante, Jérôme Batou. Vous vous présentez, vous dites en quelle qualité vous parlez? Oui, j'ai du mal à activer ma caméra, toutes mes excuses. Jérôme Batou, je conseille des laboratoires, des industriels. Et j'ai souvenir que l'an dernier, la mission avait été imaginée, convoquée dans un contexte particulier qui était celui d'une sorte de drame au moment du PLFSS entre l'industrie et le gouvernement. Et je me demandais si vous pensez que le rapport que vous avez produit, et dont j'ai bien conscience qu'il a une perspective pluriannuelle, mais pourrait avoir un impact sur le PLFSS dès cette année, rendre la discussion de cette année plus apaisée et faciliter une sorte de renouement qui s'était comme rompu l'an dernier. Merci. Peut-être non, juste un mot, mais je te laisserai compléter Agnès. En effet, vous avez raison de souligner, hein, la mission, elle est née d'un contexte un peu de très très grande tension entre le gouvernement et les industriels. Bon, vous le savez, on a le sujet crisique et qui cristallise, c'est la clause de sauvegarde. Donc,
nous, on l'a dit à plusieurs reprises ce matin, nous, on pense que la solution, elle se situe dans la négociation conventionnelle. La clause de sauvegarde, elle existe depuis longtemps d'ailleurs, hein, mais sa vocation, c'est de n'agir qu'en dernier recours. C'est une solution de rattrapage lorsque toutes les mesures de régulation amont ont été épuisées et on a ce filet qui est la clause de sauvegarde et qui doit être ramené à sa place. Nous en faisons la proposition. On ramène la clause de sauvegarde à sa place. Donc, il ne s'agit pas d'un outil de régulation a priori. La clause de sauvegarde, c'est tout le contraire. Donc, ça veut dire que, et je vois qu'il y a plusieurs questions qui portent là-dessus aussi dans le chat, ça veut dire que le CEPS doit avoir les moyens de négocier les produits de santé avec les industriels et que les industriels, on l'a dit, dans le cadre du New Deal, doivent aussi s'engager. Donc, des moyens que l'on souhaite renforcer à la main du CEPS, il y en a plusieurs, on les a plusieurs fois cités, on a fait des développements autour de ça, et Agnès a commencé à en parler. Il y a toute une série de données qui pourraient être mises à profit pour être utilisées dans le cadre de la négociation. Par exemple, la médico-économie. Alors aujourd'hui, vous le savez, hein, l'évaluation médico-économique par la CESP, elle existe pour les médicaments ou les DM qui revendiquent une innovation de rupture. Voilà, donc de l'ASMR ou de l'ASA 1 à 3, avec un impact significatif sur les dépenses publiques à 200 millions d'euros hors taxe de chiffre d'affaires sur 2 ans de commercialisation. C'est ça les conditions de l'évaluation médico-économique. La HAS, elle instruit environ une vingtaine de dossiers par an. Et en fait, bon, ça marche moyen, puisque en fait, l'évaluation médico-économique, elle est limitée à la primo-inscription et aux extensions d'indication, mais pas au renouvellement. C'est limité, on l'a dit, aux innovations de rupture. Donc, le CEPS ne peut pas travailler, agir, même tenir compte des innovations incrémentales. Or, elles sont très nombreuses et là, je pense que les patients savent de quoi je parle, elles sont extrêmement importantes pour les patients, même quand c'est incrémental. Elles peuvent agir sur le confort, sur la douleur, elles peuvent agir sur sur le mode d'administration, enfin, beaucoup de choses. Et puis, en plus, le plafond, c'est 20 millions hors taxe de chiffre d'affaires, ça exclut pratiquement tous les DM. Et de surcroît, la plupart des dossiers, des études d'évaluation médico-économique de la HAS comportent des réserves méthodologiques qui ont pour conséquence que le CEPS ne peut pas les utiliser. Ils ne les utilisent pas. Je ne sais pas si vous avez déjà d'ailleurs regardé un avis de la CESP. Ce n'est pas particulièrement facile d'accès. Hein. Enfin, le CEPS, il en fait son affaire, mais là, aujourd'hui, il nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit le CEPS que nous avons entendu au moins à 5 reprises, je crois, Agnès. Il nous dit, moi, ça m'intéresse, j'en ai besoin de cette analyse médico-économique, mais en l'état, je ne peux rien en faire, quasiment rien en faire parce qu'il y a trop de réserves méthodologiques, parce que ce n'est pas des éléments que je peux réutiliser utilement. Il le fait lorsqu'il le peut, mais on ne le fait pas assez. Donc ça, c'est la première chose. Les données médico-économiques, il nous faut des données et il faut qu'elles soient accessibles au CEPS. Deuxième type de données, ce sont les données de qualité de vie. On le sait, vous voyez bien les sténotypies de la CT, de la CNEDIMS, l'évaluation de la qualité de vie, ça compte pour très peu dans l'évaluation des médicaments et des DM aujourd'hui. Ça évolue, c'est vrai que ça change, il y a du changement, la doctrine de la HAS, elle bouge, mais c'est totalement insuffisant. Et aujourd'hui, on n'a pas ou peu de suivi post-inscription de données de qualité de vie, alors qu'on pourrait utiliser d'ailleurs les capacités embarquées des dispositifs numériques, des dispositifs médicaux numériques, pardon. Donc, on a des outils, on a probablement des moyens de faire en sorte que ces données soient recueillies, exploitées dans le cadre de l'évaluation et de la réévaluation. Autant d'outils qui peuvent être utilisés pour une gestion dynamique et une négociation dynamique par le CEPS. De la même façon, l'impact organisationnel, on le voit, y compris pour le médicament, la HAS tient très peu compte de l'impact organisationnel des innovations sur les... alors qu'aujourd'hui, c'est un critère de l'ASA pour les DM, hein, mais aujourd'hui, ça ne l'est pas pour les médicaments ou pour l'ASMR. Voilà, donc le prix, c'est aussi ça, c'est-à-dire que c'est de la négo conventionnelle, mais ce sont des outils de négociation que nous voulons plus dynamiques. Par exemple, vous savez que la réévaluation, jusqu'en 2020 de mémoire,
La réévaluation quinquennale était obligatoire jusqu'en 2020 de mémoire, mais ça a été supprimé, ça n'a jamais existé à l'hôpital. Il n'y a jamais eu de réévaluation pour les médicaments à l'hôpital, ça existait pour la ville tous les 5 ans, ça a été supprimé. Donc aujourd'hui, en fait, on n'a pas de réévaluation. Et c'est ce que nous demandons. Et il y a d'autres pays où, en France, on a parmi les prix les plus, on va dire, les plus bas, en Europe, parmi les plus bas, mais d'autres pays, comme l'Allemagne, par exemple, arrivent avec des prix d'entrée plus hauts, mais font de la négociation et de la gestion plus dynamique en réévaluation. C'est vraiment ça. Et là, il faut mobiliser l'innovation dont Agnès parlait. C'est-à-dire que l'innovation, ce n'est pas qu'un coût. C'est un coût, c'est avant tout un investissement justement pour permettre le recueil de ces données, l'utilisation et l'exploitation de ces données dans le cadre de la négo. Alors, question suivante, Bruno Lamotte. Bruno Lamotte. Oui. Bonjour, pardon, excusez-moi. Bonjour à toutes et tous, et merci beaucoup aux intervenantes et aux autrices et auteurs du rapport. Je vais m'attacher aux questions finalement qui ne font pas consensus. Qui êtes-vous, Bruno Lamotte? Pardon, je représente Rénalou. Voilà. D'accord. J'ai un peu pris la suite de Magali. Voilà. Et donc, du coup, il y a deux mesures qui ne font pas consensus dans ce rapport. La composition du CEPS. Et moi, je m'interroge un peu sur la place des assos de patientes et de patients au sein du CEPS, qui ne doit pas être juste un rôle d'information. Qu'est-ce qui a fait que, du coup, cette mesure n'a pas fait consensus sur la composition? Et ensuite, la place de la R&D dans l'évaluation du prix des dispositifs et des médicaments. Je pense que c'est important aussi, et je voulais savoir pourquoi ça n'avait pas fait consensus et ce qui pouvait éventuellement être l'objet des débats. Un dernier point peut-être, qui je crois n'est pas dans le rapport, et peut-être un objectif de rationalisation des agences et administrations, parce qu'on parlait tout à l'heure des tensions que ça pouvait créer. Je pense qu'on a à peu près 85 agences et administrations qui travaillent ensemble normalement, et ça fait maintenant 25 ans qu'on dit qu'il y en a trop. Et je pense qu'on n'arrive pas actuellement à comprendre le fonctionnement de ces agences-là. Et en fait, finalement, quand il y en a beaucoup, elles ont finalement peu de moyens. On a d'autres modèles en Europe où vous avez des grosses agences qui ont beaucoup plus de moyens, y compris humains, et qui, du coup, attirent des profils beaucoup plus variés. Et dernier point, et c'est plus une remarque qu'une question, peut-être qu'il faudrait aussi s'interroger sur la place des sociétés savantes et de l'Académie de médecine, qui parfois ont un rôle extraordinairement conservateur et finalement très bloquant. Voilà, merci beaucoup. Qui veut répondre? Non, mais je pense que le principe, c'est que sur les mesures qui ne font pas consensus, on ne va pas vous raconter ce qui ne fait pas consensus. On a écrit un certain nombre de choses. On a pris la décision, c'est complètement, enfin, c'est deux mesures sur 60 d'écrire quand même qu'effectivement, il y avait des nuances entre nous. Voilà, enfin, je pense que le principe, c'est pas que chacun justifie sa position, puisque par définition, on n'a pas écrit qui pensait quoi dans le rapport. Sur le sujet de la rationalisation des agences et des administrations, il se trouve que c'est par ailleurs un peu mon métier. Moi, je pense que le nombre n'est pas le sujet. Le sujet, c'est le fonctionnement, c'est le travail collectif, c'est le travail en mode projet. Regardez, quand on fait le bilan de pourquoi on n'avait pas de masque au début de la crise Covid, une des hypothèses, une des raisons, c'est quand même qu'on avait une agence qui était spécialisée dans les stockages. On a fusionné dans quelque chose de beaucoup plus gros et cette question est devenue périphérique pour une grosse agence. Et à un moment, il y a eu un arbitrage probablement, notamment financier, de moyens, qui a conduit à ce qu'on ne prenne pas avec le recul, évidemment, avec le recul, les bonnes décisions. Donc, je ne crois pas que le sujet du nombre soit la question. Par contre,
on est certain qu'il y a un sujet de coopération, de fonctionnement, de parallélisation. Et nous, ce qu'on recommande de faire, j'ai essayé de le dire tout à l'heure, c'est justement de le prendre plus par aire thérapeutique, par sujet. Si on veut traiter l'apnée du sommeil, si on veut aller plus loin en matière d'oncologie ou de greffe, quels sont les acteurs qu'il faut faire travailler ensemble, quelles sont les administrations qui doivent elles-mêmes se comprendre, partager des données, aller chercher des données. J'en profite pour dire qu'on est convaincu qu'il est absolument indispensable que l'administration soit mieux outillée, qu'elle ait des systèmes d'information plus modernes dans son fonctionnement interne, parce qu'on a énormément de choses qui sont faites de façon assez manuelle et qui prennent énormément de temps à gens, donc de ressources dans le dispositif et de délais dans les fonctionnements. Et les délais sont extrêmement coûteux pour tout le monde, y compris pour les industriels. C'est une façon aussi de débloquer la situation avec les industriels pour répondre aussi à Jérôme, que de travailler sur aussi ces sujets de délai qui ont des coûts, vous le savez tous, très importants pour les industriels. Donc voilà, il faut que les administrations soient outillées, il faut aussi qu'elles soient outillées en système, en base d'information. Aujourd'hui, le ministère n'achète aucune base d'information qui permettrait de mieux connaître un certain nombre de choses sur la stratégie des industriels, sur les choses, comment d'autres pays gèrent un certain nombre de choses. En gros, tout ce qui n'est pas en open data n'est pas accessible pour le ministère aujourd'hui. C'est une vieille tradition administrative, ça ne concerne pas du tout le ministère de la Santé uniquement. Tous les ministères sont dans cette situation où beaucoup de bases au cours des 10 dernières années sont devenues payantes, sont achetées par les entreprises. Beaucoup d'entreprises autour de la table, et je suis sûre que vous avez des abonnements à des tas de bases, mais l'administration ne les a pas. Donc c'est juste un éclairage, hein. C'est pas, ça ne résout pas les problèmes, mais c'est juste pour dire, voilà, sur la rationalisation des agences, je pense qu'on a identifié quelques domaines sur lesquels il y a probablement un peu de redéploiement et de rapprochement à faire, mais on a surtout identifié qu'il y a un sujet de travail collectif, coopératif, qui ne peut pas être sur tout, mais qui doit, pour pouvoir être efficace, être sur des sujets plus précis. Et pour qu'il y ait un dialogue avec les industriels, justement, il faut qu'on revienne au niveau technique. En réfléchissant l'autre jour, je me disais, je ne sais rien, dans le nucléaire, on ne se dit pas... on va parler de généralité, quoi. À un moment, on parle de choses techniques. On est bien obligé d'avoir aussi les fournisseurs des centrales nucléaires autour de la table pour savoir comment on fait pour les faire redémarrer. Bon, ben, voilà, comparaison n'est pas raison, mais à un moment, si on est sur des sujets techniques, il est plus facile, compte tenu de l'histoire du ministère de la Santé, de se parler que si justement on repart sur des sujets généraux de régulation. Donc, c'est aussi pour ça qu'on appelle à ce qu'on arrive à revenir sur des sujets sur lesquels on peut librement se parler parce que collectivement, on construit une solution pour les Français. Question suivante, parce qu'il faut qu'on avance un peu. Charlotte Roffian. Oui, bonjour, Charlotte Roffian. Je suis responsable du plaidoyer de l'association de patients ELI qui représente les patients touchés par les lymphomes, leucémie lymphoïde chronique et maladie de Waldenström. Donc, deux points très courts. Le premier, je voulais, vous remercier pour l'énorme travail qui a été fait et la façon dont l'élargissement et le renforcement de la démocratie en santé avec la participation des associations de patients a été souligné et recommandé à différentes reprises dans le rapport. C'est évidemment pour nous quelque chose d'extrêmement important. Le deuxième point, alors je vais reformuler ma question puisqu'elle était un peu formulée comme celle de Bruno sur la question de la proposition qui concerne la prise en compte des coûts de R&D, des coûts de production par le CEPS, pour dire que c'est une proposition qui est historiquement largement soutenue par le monde associatif et par les associations de patients et de représentants des usagers en général, et qu'il me semble que notre objectif commun est d'arriver à faire mieux avec des montants financiers qui ne sont pas extensibles à l'infini. L'objectif, c'est donc d'avoir en matière de prix, notamment puisque la régulation des prix est un élément important de ce rapport, des prix qui soient les plus justes et les plus équitables possibles, c'est-à-dire
payer au juste prix en fonction de l'efficacité des médicaments, mais aussi en fonction des coûts. Donc, je dois dire que j'exprime quand même ma surprise sur le fait qu'une proposition qui nous apparaît aussi importante, aussi dans une perspective de demande de transparence de la part des citoyens d'une manière générale, que cette mesure n'ait pas fait consensus. Voilà, et pour réitérer notre soutien à une telle mesure dont on espère au moins qu'elle va être explorée dans sa faisabilité. Merci. Moi, je peux juste redire, mais vous l'avez dit en creux, qu'on est absolument conscient qu'on a un vrai sujet sur, notamment, c'est pas le seul, mais sur le prix des médicaments qui sont extrêmement onéreux. Les coûts de traitement par patient sont extrêmement élevés. Comme il y a une vraie espérance, un vrai espoir qu'on va pouvoir développer sur ces modalités-là, sur ces principes, par exemple de thérapie génique, un certain nombre de solutions, il est important qu'on arrive à trouver un mode de régulation, une définition des prix qui soit accessible à notre système de santé. Donc, sur cet objectif-là, on est tous très alignés, et je pense que tous, c'est vraiment tous, quoi, y compris les industriels, y compris les pouvoirs publics, évidemment. Voilà, nous, il y a des sujets qui ont fait consensus, qui consistent, par exemple, je crois qu'on l'avait évoqué dans les échanges qu'on avait eus avec votre association, le fait de regarder si on ne peut pas utiliser les fameux joint procurement qui ont été mis en place au niveau pendant la période Covid sur ces médicaments très chers. En fait, en explorant, on s'est aperçu que c'est un sujet que la France avait tenté avant le Covid, mais n'avait pas réussi à se mettre d'accord avec des pays européens qui avaient des volumes suffisants et des envies suffisantes d'avancer. Voilà, entre-temps, le Covid est passé par là. Entre-temps, le nombre et le prix, le prix des médicaments a beaucoup augmenté. Et donc, on espère que tout ça est faisable. En tout cas, ça a été discuté aussi avec les administrations. Donc ça, c'est un des exemples. On a dit aussi qu'il était intéressant d'aller regarder l'exemple de Barcelone où on a utilisé l'équivalent d'une pharmacie centrale pour essayer de construire un certain nombre de solutions en biotechnologie. Je veux rappeler aussi, parce que j'y tiens, que du côté France Biotech, il y a, je crois, de tête 800 millions d'euros qui sont prévus sur les biotechnologies pour pouvoir aider les entreprises françaises à progresser, avec un très gros effort sur l'ingénierie de biotechnologie et la formation des experts en biotechnologie, avec l'idée qu'on va pouvoir diminuer les coûts de production de manière massive, enfin avec l'idée de faire diviser par 10, hein, pas baisser de 10%, mais diviser par 10. Donc voilà, il y a beaucoup de sujets sur lesquels il y a un consensus pour dire, en tout cas, il faut explorer. Sur le sujet de la prise en compte de R&D, c'est un sujet très compliqué, mais pour faire court, et le principe aujourd'hui de fixation des prix, notamment au niveau européen, ne repose pas sur ces sujets-là, que ce soit sur les médicaments matures ou sur les médicaments très chers. Le coût de production, principe, toute la construction européenne et française des prix n'est pas sur le principe de, pour faire court, coût plus une marge, mais bien sur des évaluations, voilà, c'est toute cette chaîne qu'on connaît tous, là, d'évaluation, elle porte en elle le principe quelque part sacré, qui est on va donner un prix en fonction de l'efficacité. Voilà pourquoi ce sujet est compliqué. Alors, question suivante. Christian Cotet. J'espère que je ne me suis pas trompé de prénom. Allô, allô. Bonjour, oui. Moi, je suis représentant des usagers et donc je suis un consommateur de base et vu mon grand âge, malheureusement, d'un peu de médicaments. J'avais déjà posé quelques questions sur le chat, là. Je vais vous les dire rapidement. Je voulais savoir si dans votre groupe, vous avez évalué la part du médicament
parmi les 20 à 30% d'actes inutiles qui sont reconnus par tout le monde dans ce pays, et dans d'autres pays d'ailleurs aussi. Donc, quelle est la part du médicament dans ce type de gaspillage, entre guillemets? C'est une première question. Moi, je signalerais que dans les surprescriptions, est-ce que vous avez évalué la part de l'influence commerciale sur les prescripteurs? Je vais donner qu'un seul exemple. Actuellement, il est prescrit comme statine le plus souvent la seule molécule qui n'a pas de générique, donc un surcoût. Bon, elle est peut-être meilleure, hein, mais dans 2 ans, elle va être génériquée. Avez-vous analysé le fait que de 2017 à 2022, la part du médicament dans le budget de l'assurance maladie est passée de 16% à 19%. Et je donnerai un autre exemple d'économie qui n'est pas lié aux médicaments, mais ses voisins, c'est les DM, dispositifs médicaux. La France interdit toujours, contrairement aux Anglais, aux Américains qui depuis 2-3 ans ont revisé leur législation, on interdit la réutilisation de dispositifs médicaux. Là, il y a une économie. Je vais donner qu'un seul exemple. En France, on pose 25 en moyenne cœurs artificiels par an qui sont posés durant quelques mois seulement en attendant une greffe du cœur. Et après pose de la greffe du cœur, on jette le cœur artificiel qui vaut quand même 25 000 € pièce et on en pose 25 par an. Pareil. Christian, il faudrait faire court. Oui, donc c'était juste pour signaler qu'il y avait aussi, indépendamment du médicament, des économies à faire sur les dispositifs médicaux. Voilà. Qui veut répondre, Magali? Je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions qui ont été posées. Néanmoins, sur ce que représentent les médicaments dans les prescriptions inutiles, je ne crois pas qu'on ait le chiffre. Mais on a eu plusieurs proxys, on va dire, de la part de certaines organisations. On a par exemple échangé avec la délégation ministérielle à la santé mentale, où là, on voit bien, alors c'est un exemple, hein, c'est une aire thérapeutique, on va dire, on pourrait les multiplier, mais voilà, en tout cas, on sait qu'il y a un vrai sujet autour de la prescription des benzodiazépines, c'est-à-dire qu'il y a des patients qui sont pas traités, en fait, alors qu'ils devraient l'être. C'est la première chose, parce que finalement, voilà, travailler sur les prescriptions, c'est pas que diminuer les prescriptions, c'est aussi voilà, prescrire au bon patient le bon traitement. Et donc là, en l'occurrence, de ce que nous raconte la délégation ministérielle, on a un problème de patients qui sont sous-traités. Et puis, on a des patients qui sont traités voilà, qui sont en dehors complètement des recommandations de bonne pratique, qui prennent les médicaments trop longtemps ou à des dosages trop importants. Bon, c'est un exemple, mais qui illustre le fait qu'il y a effectivement, je ne sais pas si on peut parler de prescriptions inutiles, mais en tout cas de prescriptions non pertinentes. On a fait aussi un peu, enfin on a repris juste les chiffres de l'assurance maladie dans le cadre de la proposition qu'on a fait autour de l'usage des TROD. On sait, l'assurance maladie nous a dit que, enfin, a écrit, et pas qu'à nous, l'a écrit, je retrouve le chiffre, que sur 6 millions de prescriptions d'antibiotiques dues aux angines, en 2022, je crois, seuls 2 millions seraient justifiés selon l'assurance maladie. Voilà. 6 millions, 2 millions seraient justifiés par l'assurance maladie. Donc là aussi, c'est une manière d'illustrer le fait qu'on a de la marge, que tout ça sont des dépenses non inutiles, mais qui en plus renvoient à des actes qui ne sont pas pertinents et qui, dans le dernier exemple que je viens de citer, favorisent l'antibiorésistance, qui est quand même un sujet de santé publique important. Donc voilà, on sait aussi que voilà, sur l'usage des TROD, seulement quelques milliers d'officines les utilisent en 2023, hein, et les médecins généralistes, c'est encore moins. On a, selon toujours les chiffres de l'assurance maladie, 1,2 million de TROD. Pardon, j'ai le téléphone qui sonne. Qui ont été commandés pour 9 millions d'angines traitées. Donc voilà, ça, et c'est ce qui nous a amené d'ailleurs à faire une proposition autour de l'usage des TROD. Et si on n'arrive pas à amplifier l'usage et le recours aux TROD par les pharmaciens et par les médecins,
on peut imaginer qu'à horizon 2025, on aille vers une prescription conditionnelle, une délivrance conditionnelle des antibiotiques à la réalisation de trodangine. Voilà, je suis désolée, j'ai bien conscience qu'on ne répond pas complètement à votre question, mais ce sont quelques exemples qui montrent qu'effectivement, le médicament, il pour beaucoup dans les prescriptions non pertinentes. Agnès, peut-être sur le sujet, donc sur la part, comme le disait Magali, on ne l'a pas calculé, mais se dire que c'est à peu près proportionnel ne paraît pas impossible, ne paraît pas un ordre de grandeur idiot. Après, ça ne veut pas dire que c'est facile d'aller chercher ces, entre guillemets, gaspillages. C'est même extrêmement difficile, mais ça veut dire dans un système optimisé, il y a certainement une part importante, au moins en volume, de médicaments et de dispositifs médicaux à aller chercher. Sur votre question sur l'influence commerciale, je ne répondrai pas là-dessus, mais par contre, la question que vous posez, qui est les prescriptions hors du répertoire pour les génériques, c'est un sujet sur lequel on fait une proposition et qui, évidemment, n'est pas consensuel du côté des industriels qui sont concernés. Mais on sent bien quand même qu'on a un sujet, et là, il est important qu'on arrive à documenter le fait qu'effectivement, on a des déformations de prescription en fonction dans le répertoire ou du répertoire qui sont un peu choquantes. Sur le chiffre que vous citez sur la part du médicament dans la dépense totale, elle est en baisse. Alors, 2022, vous le savez bien, c'est une année sur laquelle il faut faire très attention dans l'interprétation des chiffres parce qu'on est en période Covid. Et donc, ni le numérateur ni le dénominateur, quand on calcule le ratio, sont cohérents, sont stables avec des séries longues. Mais la part aujourd'hui des dispositifs médicaux et des médicaments dans le total est en baisse grâce à une régulation extrêmement tonique, notamment sur les prix, on l'a beaucoup dit. Sur les sujets de réutilisation des DM, on est complètement en phase. En fait, le sujet a quand même beaucoup buté. Il avait été regardé il y a 2-3 ans au moment de la loi Egalim sur l'économie circulaire. Il a beaucoup buté sur les sujets de marquage CE, qui est un produit qui est réutilisé. Il y a un sujet de marquage, de responsabilité, d'assurance, etc. Il y a eu beaucoup de travaux, c'est en train de bouger. Là, j'ai vu que le CHU de Saint-Étienne avait annoncé avoir maintenant changé un certain nombre de procédures sur des DM pour faire plus de réutilisation. Nous, on est convaincus, on le dit dans le rapport, qu'il faut vraiment accélérer sur ces sujets-là. Alors, il y a des DM aussi stratégiques, les cœurs pour les patients, si j'ose dire, comme les cœurs artificiels, mais il y a aussi les béquilles, tout simplement. Je pense qu'on a tous à peu près dans notre cave une paire de béquilles. Voilà, pourquoi on n'arrive pas à réutiliser et pourquoi on rachète à l'infini des béquilles, c'est quand même, c'est pas avec les béquilles qu'on va résoudre le problème, mais voilà, ça fait partie des sujets. Il y a le sujet financier, mais on insiste, je crois, beaucoup dans le rapport. Il y a aussi le sujet environnemental. On ne peut pas, il faut qu'on arrête de gaspiller aussi des médicaments et des DM parce que ça consomme des ressources, ça consomme du CO2, ça consomme de l'eau, ça pose des problèmes de biodiversité. Il faut faire attention, ces produits ne sont pas des produits anodins. Et aussi pour des raisons d'environnement, il faut qu'on change la façon de concevoir notre consommation. C'est le sujet de sobriété qu'évoquait Magali tout à l'heure. Alors, question d'Aurélie Franc. Il nous reste 12 minutes. Hein. Je vais être brève. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Je suis Aurélie Franc, je suis journaliste pour le Média Contexte. J'avais 2 questions. La première, c'était de savoir si vos propositions sont à enveloppe constante. Au début de votre rapport, vous évoquez les 50 milliards, en gros, 2 tiers médicaments, 1 tiers DM. Est-ce que les mesures que vous proposez permettent de rester dans ces eaux-là? Est-ce que c'est l'objectif ou est-ce que, vu qu'on est dans une hausse des remboursements là, je parle du côté de l'administration, hein, voilà, est-ce qu'on est toujours dans ces mêmes eaux-là ou est-ce qu'on est sur une dynamique de hausse des remboursements? Et la deuxième question, c'est quel est l'avenir pour votre mission? Vous avez donc remis ce rapport, mais il y a encore beaucoup de travaux qui sont mentionnés, des expertises que vous souhaitez faire, que vous proposez dedans. Est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont mises en œuvre par vous-même ou par d'autres? Voilà, c'est tout pour moi. Merci. Peut-être sur votre première question sur l'enveloppe constante, tout d'abord,
on ne peut pas lutter contre l'inflation des dépenses de santé. Elles ne sont pas tractées que par le prix. On l'a dit d'ailleurs au début du rapport, hein, on a le vieillissement de la population, on a une explosion, le terme est impropre encore, mais voilà, des maladies chroniques. Donc on est de toute manière sur une tendance où les besoins de santé sont de plus en plus importants, où il y a aussi voilà, ce qu'on appelle le tsunami d'innovation qui arrive avec des traitements qui sont coûteux et qui le seront quels que soient les mécanismes de régulation qu'on met en place, ça restera des médicaments coûteux. Donc, de toute manière, sous la pression de ces facteurs-là, qui sont démographiques, qui sont épidémiologiques, qui sont aussi voilà, sanitaires, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle crise. Il y a des épisodes de chaleur avec un recours massif aux urgences, des problématiques importantes et cruciales aujourd'hui dans notre pays, qui de toute manière vont amener à ce que les dépenses de santé augmentent. On s'est posé assez longtemps, et elle est venue de manière récurrente d'ailleurs, la question de savoir si on devait faire la proposition de tenir compte de l'évolution tendancielle des dépenses de santé. On sait que l'ONDAM, c'est l'ONDAM, et l'évolution tendancielle des dépenses de santé, c'est autre chose, c'est une autre courbe, c'est pas la même courbe en fait. Et donc, l'écart entre les deux courbes, c'est c'est les économies que nous devons faire. Mais on ne peut pas dire que les dépenses de santé vont baisser. Ce n'est pas d'ailleurs une stratégie, on ne peut pas faire baisser les dépenses de santé. On veut en revanche que les dépenses de santé soient mieux affectées, qu'elles soient plus pertinentes, qu'elles ne permettent pas que l'assurance maladie ne solvabilise pas les mauvaises pratiques. C'est ça l'enjeu. Et qu'il y ait plus de rationnel dans la façon dont sont définis les prix des médicaments. Voilà. Donc, on l'a dit, avec des évaluations, des réévaluations, de la médico-économie, de la qualité de vie, de l'impact organisationnel, en inscription, en réévaluation. C'est vraiment la clé, avec une clause de sauvegarde qui doit s'appliquer, mais qui doit caper vraiment en dernier recours. Donc, non, l'objectif, je pense, Agnès, si tu veux compléter, hein, c'est vraiment pas de baisser les dépenses de santé. Et peut-être même qu'il va falloir investir justement dans les innovations dont nous parlions tout à l'heure, pour soutenir cet élan. Enfin, voilà, avec plus de réévaluation, il y a beaucoup de choses dont on n'a pas parlé. On n'a pas parlé du RIHN, on n'a pas parlé de beaucoup d'autres choses aussi, des actes, mais il y a clairement des domaines qui sont en souffrance aujourd'hui, qui attendent des réponses et qui vont nécessiter effectivement qu'on y consacre des moyens. Je peux juste rajouter le fait qu'en perspective, faut quand même se poser la question de savoir si l'enveloppe de médicaments et de DM est un agrégat qui a du sens. Ce que je veux dire par là, c'est que, admettons qu'on trouve un médicament pour Alzheimer au 1er septembre prochain. Ça veut dire, par exemple, que le sujet des places en EHPAD est résolu pour 20 ans, puisque la moitié des personnes, des résidents d'EHPAD, ont des problèmes neurologiques, en gros, liés à Alzheimer. Et donc, quand on fait ce qu'on fait historiquement, hein, quand on isole ce sujet du médicament et du DM du reste du parcours de soins, quelque part, on fait une hypothèse qui est un peu étrange, c'est comme si ça ne participait pas aux soins. Et encore une fois, si on avait des médicaments extrêmement efficaces qui permettaient de guérir les malades, on pourrait sans doute les payer plus cher ou au même prix, finalement, régler différemment les problèmes de dépenses publiques. Donc voilà, donc la question du parcours, et on le dit plusieurs fois, aujourd'hui avec ce qu'on a de disponible, comme pour ce que les médecins ont de disponible pour guérir les malades ou pour les accompagner dans leur vie avec la maladie, mais demain, avec ce qui va arriver sur le marché, c'est quand même à la fin la bonne approche. C'est cette approche du parcours qui rejoint une question qu'on connaît tous, qui est comment on articule la ville, l'hôpital, comment on diminue la durée de séjour à l'hôpital grâce à plus de soins en ville, plus de kinés, plus de coopération entre les acteurs, donc le sujet du dossier patient. On voit bien de toutes les façons, à chaque fois qu'on essaye de retrouver des solutions plus astucieuses, plus intelligentes, on attrape la complexité de notre système. Et sur le suivi, c'est les administrations ou l'État qui nommera des missions ad hoc. Nous, pour l'instant, on a rendu notre rapport, on est content de l'avoir fini. Parce que c'est vrai que quand on s'est rendu compte, comme je disais tout à l'heure, qu'avec des leviers assez classiques, on n'apportait pas de solution et qu'il fallait prendre du recul et attraper beaucoup plus large, on a eu un petit moment de vertige. Alors, on a le temps d'une dernière question pour Raphaël Moreau.
Vraiment désolé, mais il y a tellement de questions qui sont passionnantes. Olivier, si tu Oui. me permets, pardon, Raphaël, juste un point, parce qu'on n'en a pas parlé et franchement, je m'en voudrais qu'on conclue ce qu'a fait Nil sans avoir parlé de ce chiffre qui a été finalement assez peu relevé, mais qui nous a beaucoup surpris lorsqu'on l'a mis en évidence. Je le mets comme ça, mais on ne va pas en débattre. Il faudrait refaire, Olivier, un autre café, mais juste pour signaler un chiffre qui est signalé, rappelé au début du rapport, c'est que la rémunération du circuit de distribution du médicament, c'est plus de 8 milliards d'euros dans les dépenses de médicaments. Ça représente près de 46% de la dépense totale de médicaments. Donc 8 milliards, c'est 8 milliards 3 exactement. Voilà, j'évoque ce chiffre parce que je pense que celles et ceux que ça intéresse pourront lire ce que nous proposons par rapport à celui-ci. Ça fait réfléchir, 8 milliards de dépenses dans le circuit de distribution du médicament. Voilà. Et du coup, ça nous a amené à travailler sur la répartition de la valeur. On a beaucoup travaillé sur cette notion aussi du partage de la valeur. Voilà. Et c'est vrai que j'étais un peu surprise que ce chiffre finalement a été assez peu repris par ailleurs, alors qu'il nous semble être assez important et suggère qu'il y a peut-être un certain nombre de transformations à faire de ce point de vue-là. Voilà, Dernière question donc, pour Raphaël. Oui, Raphaël Moreau, je suis rédacteur en chef adjoint à l'agence de presse médicale APM. Merci pour votre présentation. Je voulais justement vous demander, maintenant que le rapport est sorti depuis une dizaine de jours, comment vous voyez l'accueil qui lui est fait dans les différentes parties. Vous avez parlé de la distribution et si vous voulez continuer à en parler, on a vu une réaction assez forte des pharmaciens. Comment vous jugez à la fois le communiqué du LEM qui nous dit attention à ne pas avoir une lecture sélective. Voilà, puisque c'est un New Deal avec des engagements de chacun, comment vous jugez les réponses de chacun à ce rapport? Et puis peut-être rapidement, est-ce que finalement vous regrettez pas de ne pas avoir pu publiquement faire des propositions dès avril, parce que dans ce qu'on a dans le PLFSS, dans ce qu'on ressent, et je vous demanderai de confirmer si vous le pouvez, en fait on a les TROD dans votre rapport qui sont repris dans le PLFSS et on sent une modification sur le montant M que le ministre de l'Industrie appelait M le maudit. Vous faites des grosses propositions sur le montant M. Vous avez dit que ça allait être repris. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu les choses ? Sur la partie PLFSS, honnêtement, je crois qu'on vous a dit ce qu'on pouvait vous dire. Nous, on essaye d'avoir de l'impact. Enfin, on a fait tout ça en espérant aider, encore une fois, à restabiliser le système en utilisant des leviers différents de ceux qui ont été utilisés au cours des dernières années, parce qu'on est convaincu que c'est indispensable. On a été en dialogue permanent avec les administrations. Il y a un certain nombre de choses. Les éléments de constat qui sont au début du rapport, je crois qu'ils n'avaient jamais été écrits de cette façon-là. Donc, je pense que ça aide tout le monde. Réaliser, par exemple, que la France représente 2 à 3% du marché mondial du médicament, c'est assez loin de ce qu'on avait en représentation mentale. On disait qu'on était un pays très développé et qu'on représentait certainement une part importante. Donc voilà, donc on est en dialogue sur ces sujets type M, mais aussi sur des sujets comme le sujet de l'accès précoce, qui est un sujet sur lequel il y a quelques petits réglages qui sont nécessaires, et on en discute avec les administrations depuis un moment. Après, je voudrais insister sur le fait qu'il y a énormément de leviers qui ne sont pas du tout d'ordre législatif. On a notamment dans le secteur de la santé, on ramène beaucoup de choses au PLFSS et au texte et au Code de la sécurité sociale, mais lancer une campagne d'information sur tel et tel sujet, sur les questions de sobriété, c'est pas du tout législatif. Pas mal de modifications qu'on demande, et par exemple les modifications de fonctionnement de l'État dans sa capacité à travailler en mode projet ou à à acheter des bases de données qui permettraient à l'État d'être moins avec ce sentiment de dissymétrie dans la négociation avec les industriels. C'est pas du tout législatif. Je pense que dans la soixantaine de mesures qu'on a, il y en a une très grande partie qui n'est que marginalement législatif. Donc la question, c'est bien est-ce que l'administration et le gouvernement et le pouvoir politique est convaincu qu'il y a là une voie pour pouvoir essayer de à la fois concilier ce que tout le monde veut concilier, c'est-à-dire faire
mieux et plus, toujours mieux et toujours plus pour les patients et notamment dans l'accès aux produits de santé avec cette question, encore une fois, qui nous a un peu obsédés, il n'est pas normal qu'il y ait des médicaments innovants qui soient disponibles en Belgique, en Suisse, en Grande-Bretagne et pas en France. On fait quelques zooms, par exemple, sur les maladies mentales, où on voit qu'on a des écarts qui sont quand même consternants. Mais il n'y a pas qu'en maladie mentale, il y a bien d'autres produits. Donc voilà, est-ce qu'il y a un chemin? Est-ce que l'État, les administrations, les caisses de sécurité sociale, l'écosystème pensent qu'il y a un chemin? Si oui, on a essayé de dessiner pas mal de choses pour y arriver. Et oui, le PLFSS sera important et il est normal, surtout à cette période de l'année, que le LEM dise, nous, d'abord, il faut qu'on lise le rapport parce que, objectivement, le rapport a été diffusé très, très tardivement, fin août. Et puis, évidemment, du point de vue des syndicats professionnels qui sont en charge de cette négociation sur M, mais c'est vrai pour le LEM, c'est vrai pour le SNITEM, mais c'est vrai aussi pour le CIDIV, France Biotech et tous les acteurs. Il y a des paramètres financiers qui ont évidemment une très grande importance et c'est maintenant que ça se joue. Donc, c'est normal voilà, qu'ils disent, nous, on attend de voir ce qui va se passer. Dans l'ensemble, vous nous avez plutôt dit des choses sympathiques sur la profondeur et le sérieux de ce qu'on a essayé de faire. On a plutôt des retours de ce type, mais chacun attend de savoir effectivement comment le gouvernement va s'approprier les sujets. Et je pense, encore une fois, il y a une saisonnalité au ministère de la Santé qui est absolument claire. Voilà. Parmi les éléments de saisonnalité, il y a le PLFSS. Après, il y a l'hiver, les grippes, enfin, il y en a d'autres, mais il y a, dans les éléments financiers, c'est sûr que ce n'est pas la bonne période pour avoir une discussion globale sur l'avenir du système de santé. Eh bien, écoutez, on arrive à la fin de ce Café Nil. Vraiment, merci Magali et merci Agnès d'y avoir participé, d'avoir contribué justement à cet exercice absolument pour moi nécessaire de pédagogie et d'explication, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce rapport. Ça nous permet d'avoir une vision plus hiérarchisée, de voir un peu vos objectifs. Dans le chat, oui. Vraiment, je voulais m'excuser. Il faut qu'on s'excuse auprès de toutes les personnes qui ont posé plein de questions dans le chat et auxquelles nous n'avons pas pu répondre. Donc, vraiment, pardon, le format ne permettait pas de répondre à l'ensemble des questions. Donc, Magali, on aurait pu passer une journée, à mon avis. Mais ce que je vous propose qu'on fasse, c'est que nous, les questions, on les a dans le chat. On vous les transmettra. Et ça, si vous voulez bien y répondre ou apporter des éléments de réponse, ce serait parfait. On les transmettra ensuite. On pourra refaire une note d'ailleurs qui suivra ce Café Nil avec les différentes réponses aux différentes questions. Merci à tous et puis à très vite. Et à très vite au prochain Café Nil. Merci.